Ce 5 août 1983, la foule est en liesse en Haute-Volta. Le capitaine Thomas Sankara vient de faire un coup d'État militaire. Comment cet homme, qui est aujourd'hui considéré comme l'icône de la jeunesse africaine, le Che Guevara africain, a-t-il pris le pouvoir? Et pourquoi? Dans un instant, nous allons plonger dans le récit fascinant de l'ascension politique de Thomas Sankara. L'histoire de Thomas Isidore Noël Sankara commence le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. La Haute-Volta, vous connaissez peut-être, c'est une colonie française située en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce territoire porte le nom d'un pays, le Burkina Faso. Le petit Sankara est le troisième enfant d'une fratrie de 11 enfants. Alors, petite anecdote, Thomas ne porte pas le nom de son père à la naissance. Il porte plutôt le nom du tuteur de son père qui est Ouédraogo. C'est donc Thomas Isidore Noël Ouédraogo qui naît le 21 décembre 1949. C'est quand il sera au lycée qu'il va demander à porter le nom de son père qui est Sankara. Son père, Joseph Sankara, est un ancien combattant. Il a participé aux guerres coloniales françaises. Sa mère, Marguerite Kinda, assure l'essentiel de l'éducation des enfants. Le jeune Sankara vit son enfance dans la ville de Gawa, une ville dans laquelle son père a été affecté en tant que gendarme auxiliaire. Sankara est un garçon studieux, turbulent mais toujours parmi les premiers de sa classe. Il est reconnu pour son talent de leader naturel et surtout pour son aversion pour l'injustice. Il vit une enfance pieuse. Les prêtres vont même vouloir l'attirer au séminaire pour faire de lui un prêtre. Mais le jeune Sankara préfère aller plutôt au lycée. En 1966, il obtient son BEPC au lycée Winza Koulibaly, dans la ville de Bobo-Dioulasso. Lui qui voulait devenir chirurgien, il voit son rêve anéanti quand on lui refuse la bourse de médecine auquel il avait droit. Thomas Sankara se résigne à suivre une carrière militaire. Il est admis au Prytanée militaire du Kadiogo, une école militaire récemment créée par le chef d'état-major de l'armée, Sangoulé Lamizana, le nouveau président du pays. Ce que je ne vous ai pas dit, les amis, c'est que sur le plan politique, la Haute-Volta a entre-temps connu quelques bouleversements. Le 5 août 1960, la Haute-Volta proclame son indépendance. C'est la fin de la colonisation française. Un certain Maurice Yameyogo devient le premier président du pays. La mauvaise gestion du pouvoir et la gabegie financière du régime de Maurice Yameyogo entraînent sa chute. Le 3 janvier 1966, un mouvement populaire réclame la démission de Maurice Yameyogo. Le chef d'état-major de l'armée, Sangoulé Lamizana, est porté au pouvoir par la population. Avec Lamizana au pouvoir, l'armée devient très populaire en Haute-Volta. C'est d'ailleurs cette popularité de l'armée qui motive Sankara à faire le concours d'entrée du Prytanée militaire du Kadiogo. Au Prytanée militaire du Kadiogo, Thomas Sankara subit l'influence d'un certain Adama Touré, son professeur d'histoire-géographie. Adama Touré est un militant du PAI, le Parti africain de l'indépendance. Retenez ce sigle car on va en parler un peu plus loin. Le PAI est un parti à tendance communiste. Au Prytanée militaire du Kadiogo, personne ne semble connaître l'appartenance d'Adama Touré au PAI. Adama profite donc pour enseigner des idées marxistes et progressistes à ses élèves de façon clandestine. Vous savez, nous sommes dans les années 60, une époque de guerre froide. Le communisme n'avait pas bonne presse dans les anciennes colonies françaises. Grâce à Adama Touré,
Sankara est exposé pour la première fois aux notions de société sans classe, de néocolonialisme, de socialisme, de communisme, d'impérialisme et de révolution. À cette époque, Sankara n'est pas encore engagé politiquement. Il a juste soif de connaissances. Et c'est vraiment après son départ du Prytanée militaire du Kadiogo qu'il va vivre des expériences qui vont façonner le révolutionnaire charismatique qu'il va devenir des années plus tard. En 1969, Thomas Sankara commence une formation d'officier à l'Académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar. À Madagascar, il réalise l'ampleur de la pauvreté de la Haute-Volta. À cette époque, Ouagadougou, la capitale de la Haute-Volta, est encore un grand village avec des cases. Tananarive, par contre, la capitale malgache, est une jolie ville coquette avec de jolies petites maisons à véranda. Il découvre aussi une vie culturelle et intellectuelle très active, bien différente de ce à quoi il était habitué en Haute-Volta. Sa formation militaire dure de 1969 à 1972. Il se passionne pour les sciences humaines, l'économie, la politique. Il prend part à des débats. Il apprend aussi l'art oratoire. À Madagascar, il sera témoin d'une révolution politique. Une révolution dans laquelle les militaires malgaches jouent une place prépondérante. Et le général vient se faire plébisciter. Officiellement, Tirane reste président. Qui s'en occupe encore? Tananarive a réussi sa révolution. Une révolution qui est avant tout celle de la bourgeoisie des hauts plateaux. Une bourgeoisie qui en avait assez d'être tenue à l'écart du pouvoir politique et plus encore du pouvoir économique. Cette révolution malgache a-t-elle influencé Thomas Sankara à faire sa propre révolution de 1983? Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la révolution malgache de 1972, Sankara la vit à distance. Sa formation militaire terminée, il décide de rester une année supplémentaire à Madagascar pour travailler avec des paysans. Il commence à s'interroger, à se demander comment son pays, la Haute-Volta, peut-il être développé. L'année 1974 est une année difficile pour la Haute-Volta. Une grosse sécheresse frappe le pays. Comme si ça ne suffisait pas, la Haute-Volta est en guerre avec un autre pays dont elle est limitrophe, le Mali. Les deux pays se disputent une bande de terre désertique longue de 160 km et large de 40 km, située au nord de la Haute-Volta, la bande d'Agacher. Sankara est de retour au pays depuis la fin de l'année 1973. Il vit au rythme de ses affectations. Il est d'abord affecté à Bobo-Dioulasso. Ensuite, il s'installe dans la ville de Ouagadougou. Pour Sankara, cette guerre n'a pas lieu d'être. Mais bon, il n'a pas le choix. Il doit aller combattre près de la frontière du Mali. Il se retrouve à la tête d'une petite troupe. Ces hommes et lui réussissent à maîtriser l'armée malienne. Une armée malienne qui est sur le plan militaire supérieure à l'armée voltaïque. Cette victoire lui donne une renommée nationale. C'est ainsi que va commencer l'ascension fulgurante du sous-lieutenant Thomas Sankara. Bon, nous allons avancer un peu dans le temps. Nous sommes en 1976 et le président Sangoulé Lamizana vient de nommer Thomas Sankara à la tête des futurs commandos d'élite de Pau. Sankara prend la direction du SNEC, le Centre national d'entraînement commando de Pau. Pour Sankara, cette nouvelle responsabilité est comme un rêve qui devient réalité.
il nourrit depuis longtemps le désir de diriger une unité importante. Depuis que Sankara était rentré de Madagascar, il était toujours à la recherche de projets de développement. Il avait déjà eu à faire construire des routes et des maisons dans certaines petites villes à l'intérieur du pays. À Pau, il va continuer ce qu'il avait déjà commencé dans d'autres villes, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. En vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. À Pau, il va aussi faire de ses soldats des citoyens responsables. Il va leur donner les bases d'une formation politique et financière. En 1978, lors d'une formation de parachutistes à Rabat, au Maroc, il fait une rencontre fondamentale. Il se lie d'amitié avec un certain Blaise Compaoré. Certaines sources affirment que Sankara a rencontré Compaoré lorsqu'il était au front lors de la guerre entre le Mali et la Haute-Volta, tandis que d'autres sources affirment que la rencontre s'est plutôt faite au Maroc. Au fil des années, un noyau d'officiers progressistes va se former autour de Thomas Sankara. Un noyau d'officiers qui a pris conscience qu'ils ont l'obligation de participer à l'évolution de la société. Parmi ces officiers progressistes, 3 officiers seront les frères d'armes de Thomas Sankara: Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Aux côtés de Thomas Sankara, ces 3 hommes vont marquer à jamais la vie politique de la Haute-Volta des années 80. Nous sommes le 25 novembre 1980 et un coup d'État militaire est en cours en Haute-Volta. Le colonel Saye Zerbo a pris le pouvoir sans effusion de sang. Le général Lamizana et quelques-uns de ses ministres sont arrêtés. Ce coup d'État est très bien accueilli par la population voltaïque. Il survient à la suite d'une longue période de sécheresse, de famine, de grève et de dysfonctionnement au sein du gouvernement de Lamizana. Le colonel Saye Zerbo remplace le gouvernement de Lamizana par le CMRPN, le Comité militaire de redressement pour le progrès national. Sankara est invité par le président Saye Zerbo à prendre part au gouvernement du CMRPN. Dans un premier temps, Sankara décline l'offre. C'est autour de septembre 1981 qu'il accepte finalement d'entrer au gouvernement avec la condition d'y rester pour seulement 6 mois. Sankara rejoint le gouvernement de Saye Zerbo plus par devoir d'obéissance à la hiérarchie militaire que par conviction. Il préférait consacrer du temps à la formation de son groupe de jeunes officiers progressistes. C'était une activité clandestine. Autre raison, le CMRPN est composé d'officiers issus de l'armée coloniale française. Et Sankara ne veut pas s'associer à ce groupe de militaires. Il existait un conflit de génération au sein de l'armée voltaïque. Dans l'armée, il y avait d'une part les officiers haut gradés qui avaient été formés sous la colonisation. D'autre part, de jeunes officiers qui avaient été formés après l'indépendance. Parmi ces jeunes officiers, il y avait un groupuscule d'officiers progressistes. Les jeunes officiers progressistes dont Thomas Sankara fait partie veulent participer à l'évolution de la société. Ils veulent mettre en place des réformes et ils sont anti-impérialistes. Tandis que de l'autre côté, nous avons les officiers haut gradés qui avaient fait les guerres d'Indochine ou d'Algérie. Ils n'étaient pas forcément contre l'impérialisme. En plus, ces hauts gradés étaient plus attirés par les avantages du pouvoir que par le développement du pays. D'ailleurs, depuis quelque temps,
Thomas Sankara et d'autres officiers faisaient partie d'un mouvement clandestin nommé ROC. C'était un mouvement qui avait pour mission de dénoncer les pratiques malhonnêtes des officiers haut gradés. Le président Saye Zerbo, de son côté, a besoin de Sankara dans le gouvernement pour rehausser l'image du CMRPN. Sankara avait été récemment promu capitaine et il était de plus en plus connu au sein de l'armée. Son exploit durant la guerre du Mali reste une référence. Sankara avait aussi montré son efficacité dans la direction du SNEC de la ville de Pau, un poste qu'il a occupé jusqu'en février 1981. Sankara va occuper le poste de secrétaire d'État à l'information. Il reste à ce poste jusqu'au 15 avril 1982. 6 mois se sont écoulés. Sankara veut partir, mais les hommes forts du régime de Saye Zerbo ne veulent pas se séparer de lui. Le régime de Saye Zerbo commence à rencontrer certaines difficultés dans la gestion du pays. Et pour maintenir l'image d'un régime libéral, un régime qui n'est pas trop dur, Saye Zerbo a besoin de Sankara, car Sankara incarne ce côté libéral. Mais bon, les rapports entre le régime de Saye Zerbo et Sankara commencent à être tendus. Sankara ne supporte pas la corruption du régime, la répression et l'indifférence du régime face à la misère du peuple. Le 15 avril 1982, lors d'une conférence qui réunit plusieurs ministres et le président Saye Zerbo lui-même, Sankara démissionne avec fracas en prononçant ce discours. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Après cette démission spectaculaire, Thomas Sankara est sanctionné par l'armée. Il est arrêté, rétrogradé et déporté dans la ville de Diédogo. Souvenez-vous les amis que je vous ai dit que le régime de Saye Zerbo rencontrait de plus en plus de difficultés. Alors, les amis, seriez-vous surpris si je vous annonce que Saye Zerbo a été renversé par un coup d'État militaire? Ce coup d'État militaire est instigé par le commandant Gabriel Somé-Yorian et l'officier Fidèle Guébré. Ils ont le soutien militaire d'un officier de gauche, un certain Jean-Claude Camboulé. Malheureusement, les amis, je n'ai pas pu trouver sur Internet une photo qui illustre Fidèle Guébré. Bon, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Revenons à notre coup d'État. Ce coup d'État a été improvisé. Le complot avait été découvert par le régime de Saye Zerbo. Et pour ne pas se faire éliminer, les putschistes ont dû agir dans la précipitation. Ils font ce coup d'État sans s'être mis d'accord sur qui sera le chef d'État, sans avoir un véritable programme politique. Une fois le coup d'État fait, la situation est tellement confuse que des rumeurs vont commencer à circuler. Des rumeurs selon lesquelles c'est Thomas Sankara l'instigateur du putsch. Thomas Sankara va bien sûr démentir ces rumeurs. Les militaires et les putschistes vont se réunir. C'est à la suite d'un vote des militaires que le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo sera désigné comme président. Sankara n'était pas pour ce coup d'État. Pour lui, pour qu'un président militaire puisse engager un véritable changement dans la société, il fallait que certaines conditions soient réunies. L'armée devait avoir le soutien de la jeunesse, de la société civile, des partis politiques voltaïques de gauche, et il fallait aussi qu'il y ait un véritable programme politique. Et pour l'instant, toutes ces conditions n'étaient pas encore réunies. Les putschistes vont réhabiliter Thomas Sankara dans son grade. Souvenez-vous, il avait été rétrogradé par le régime de Saye Zerbo après sa démission spectaculaire. Les officiers progressistes vont insister pour que Sankara soit désigné comme Premier ministre.
Le 10 janvier 1983, Thomas Sankara sera finalement nommé Premier ministre. En tant que Premier ministre, Thomas Sankara marque rapidement les esprits. Durant sa cérémonie d'investiture, sa communication est claire. Ce nouveau gouvernement est là pour servir le peuple voltaïque et soutenir les peuples africains. Il revient au gouvernement d'assurer dorénavant à notre pays une politique indépendante et souveraine, prenant pour axe principal de son expression les intérêts du peuple voltaïque et l'intérêt solidaire des peuples africains qui vont de pair avec le non-alignement et le soutien ferme et constant aux peuples qui luttent pour leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté. Servir le peuple n'est pas qu'un slogan. Thomas Sankara passe à l'action. Il prend des mesures pour mettre fin au laxisme des fonctionnaires. Il lutte contre la corruption au sein de l'administration politique et au sein de l'armée. Il milite pour la justice sociale, l'intégrité et l'austérité. Très vite, une crise politico-militaire éclate au sommet de l'État. Deux camps se forment. Il y a le camp des officiers de gauche. Ce sont des révolutionnaires. Ce camp est représenté par Thomas Sankara et ses camarades Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Il y a le camp des officiers dits de droite, non révolutionnaires. Ce camp est représenté par le commandant Gabriel Someillorian et Fidèle Guébré. Les officiers de droite ne supportent pas les positions politiques de Sankara. Ils cherchent plutôt à redonner le pouvoir aux barons de la politique issus de la colonisation. Tandis que les révolutionnaires de gauche veulent installer durablement les officiers progressistes au pouvoir et réformer la société voltaïque. Les tensions s'intensifient entre ces deux camps. Le 17 mai 1983, à Ouagadougou, Thomas Sankara est arrêté par les hommes de Gabriel Someillorian. Il est accusé de menacer l'unité nationale. Les hommes de Gabriel Someillorian arrêtent aussi Jean-Baptiste Lingani. Henri Zongo, quant à lui, finit par se rendre après avoir opposé une résistance. Blaise Compaoré échappe à une arrestation et réussit à se réfugier dans la ville de Pau. La tension est à son comble en ce mois de mai 1984 en Haute-Volta. On a Thomas Sankara, le premier ministre qui a été évincé. Du côté de ses camarades, Jean-Baptiste Lingani est arrêté. Henri Zongo, lui, s'est rendu. Il sera toutefois libéré plus tard. Tandis que Blaise Compaoré est à Pau pour organiser la riposte. Jean-Baptiste Ouédraogo, le président de la République, n'était pas au courant que le camp de Someillorian comptait renverser Thomas Sankara. Mais Jean-Baptiste Ouédraogo est bien content de se débarrasser de Thomas Sankara. Il va d'ailleurs se rallier au camp de Gabriel Someillorian. Quand Sankara était Premier ministre, il y avait souvent des frictions entre Jean-Baptiste Ouédraogo et lui. Pour Ouédraogo, Thomas Sankara était un Premier ministre qui prenait un peu trop de place sur la scène politique. L'arrestation de Thomas Sankara survient un jour après l'arrivée à Ouagadougou d'un certain Guy Pen. Guy Pen est le conseiller de François Mitterrand pour les affaires africaines. Il a le rôle que Jacques Foccart avait dans les années 60 auprès du général de Gaulle. Vous imaginez bien que la présence de Guy Pen en Haute-Volta va alimenter la rumeur selon laquelle la France est le commanditaire de l'arrestation de Sankara. Lorsqu'il était Premier ministre, Sankara avait clairement exprimé sa position anti-impérialiste et anticolonialiste. Ce qui n'était pas du coup des politiques français, notamment de Guy Pen. Thomas Sankara s'était rapproché de Mouammar Kadhafi. À cette époque, Kadhafi n'avait pas de bons rapports avec le monde occidental. Sankara s'était aussi rapproché de la Corée du Nord, pays communiste. Le monde occidental n'avait pas apprécié ce rapprochement. La presse occidentale l'avait accusé d'être manipulé par Kadhafi et d'être aussi un communiste. Sankara s'était défendu d'être communiste. Son modèle de gouvernement était proche du socialisme. Très vite,
la situation va dégénérer en Haute-Volta. Le pays est sur le point de vivre une des plus grandes manifestations populaires que l'Afrique ait jamais connues. Le 20 et 21 mai 1983, de grandes protestations ont lieu dans la capitale de la Haute-Volta, Ouagadougou. Le peuple demande la libération de Thomas Sankara. La jeunesse voltaïque demande la libération de Sankara. Les militants des partis de gauche demandent la libération de Thomas Sankara. C'est l'effervescence. Sankara est devenu très populaire auprès de la jeunesse de la Haute-Volta. Pour la jeunesse, Sankara incarnait le défenseur des libertés, celui qui allait mettre fin à la corruption, celui qui n'avait pas peur de dire non à la France. La jeunesse voyait Sankara comme un frère. Sankara faisait du sport, il jouait de la musique, bref, c'était leur héros. La jeunesse est mobilisée par les partis de gauche tels que le PAI, le Parti africain de l'indépendance, l'ULC, l'Union de lutte communiste, et la LIPAD, la Ligue patriotique pour le développement. Vous vous souvenez que Sankara avait reçu ses premiers enseignements marxistes d'un militant du PAI, un certain Adama Touré. Au fil des années, il avait maintenu des liens très étroits avec les militants du PAI et les militants des autres partis de gauche. Jean-Baptiste Ouédraogo et le clan de Gabriel Somé-Yorian finissent par céder à la pression des manifestants. Le 30 mai 1983, Thomas Sankara et Jean-Baptiste Lingani sortent de leur centre de détention. Sankara, sa femme Mariam et leurs 2 fils sont assignés en résidence surveillée. Les jours qui suivent s'avèrent difficiles pour la Haute-Volta. La crise politique s'intensifie. Jean-Baptiste Ouédraogo s'éloigne du clan de Somé-Yorian et essaye de trouver un compromis avec Thomas Sankara pour apaiser les tensions. De l'autre côté, le clan de Somé-Yorian cherche à éliminer définitivement le clan des militaires progressistes dont le leader est Thomas Sankara. Blaise Compaoré est toujours à Pau, où il organise la riposte avec ses commandos. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani prennent finalement le pouvoir le 4 août 1983. Pour Thomas Sankara, les conditions étaient enfin réunies pour faire ce putsch. Il avait le soutien tant souhaité de la jeunesse, des partis de gauche, des militaires et des civils. Sankara est le concepteur et le coordinateur du putsch. Blaise Compaoré et ses commandos sont le bras armé. Pour réaliser ce putsch, les révolutionnaires ont reçu l'aide de civils et de militants de gauche. Ils ont aussi reçu l'aide de Jerry Rawlings, le président du Ghana. Jerry Rawlings a facilité la logistique des commandos de Pau. Selon certaines sources, Muammar Kadhafi aurait apporté son aide en fournissant des armes à Blaise Compaoré. Ce coup d'État fait quelques blessés et quelques morts. Gabriel Somé-Yorian et Fidel Guébré seront exécutés. Jean-Baptiste Ouédraogo sera emprisonné. C'est l'heure de la révolution de Thomas Sankara. Thomas Sankara devient le président de la République de la Haute-Volta. Le 15 octobre 1987, il sera violemment assassiné lors d'un coup d'État militaire. Bon, c'est la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y aura un épisode qui traite de l'assassinat de Sankara? Ça dépend de vous. Si c'est un épisode que vous voulez voir, manifestez-vous dans les commentaires. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à laisser une mention j'aime et à vous abonner si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'histoire de nos leaders politiques. Je vous propose non seulement un cours d'histoire, mais aussi un voyage dans le temps. Une véritable expérience culturelle. Je vous conte l'histoire de l'histoire. Alors on se dit à la prochaine histoire.